OK, mes amis. Are you ready? Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez envie d'entendre parler de médecine chinoise? OK, alors, on va parler de médecine chinoise, on va parler de diététique chinoise. Je fais mon petit cours, ma petite présentation. Ensuite, je vous parlerai un peu de la formation supérieure en diététique chinoise très rapidement. Bien entendu, je vous donnerai la parole pour poser des questions sur l'aspect de la diététique chinoise que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, avant de commencer ce cours sur la diététique chinoise, comme je l'ai déjà fait dans la précédente intervention, je voudrais vous parler de mon histoire, de qui je suis vraiment, pour que vous compreniez pourquoi je suis légitime à parler de diététique chinoise. Et d'ailleurs, on me demande souvent de parler de mon histoire, comment je suis venu à la médecine chinoise et comment je l'ai étudiée et ce que j'ai fait dans cette profession. Et en effet, j'ai toujours un peu rechigné à parler de moi car je pense que ce qui est de plus important, c'est la grande médecine chinoise, pas ma petite personne. Cependant, je comprends, je suis de plus en plus conscient qu'on soit curieux du chemin de vie d'une personne un peu atypique. Donc, je vais me présenter de manière très courte, je vous rassure, et je vais tenter de résumer mon histoire et bien entendu faire le lien avec la diététique chinoise qui nous intéresse, quel sujet qui nous intéresse ce soir. Alors tout d'abord, très jeune, j'ai été interpellé par les médecines naturelles et j'ai commencé en fait à m'intéresser à la nutrition, à la naturopathie, à la phytothérapie, l'aromathérapie dès l'adolescence. Et j'ai entrepris des études de naturopathie avec Robert Masson. C'était à Paris en 1987. C'était un des, comment dire, une des stars de la naturopathie de cette époque. Mon intérêt donc et mes recherches au niveau de la diététique datent de plus de 40 ans. Et à l'occasion de cette formation de naturopathie, un de mes camarades m'a fait bifurquer vers une autre école où on enseignait certaines médecines naturelles. Et c'est là que j'ai découvert cet univers incroyable qu'est la médecine chinoise. Cette école, elle était vraiment très nulle. Le professeur français, c'était finalement que des sbroufs, mais je dois reconnaître qu'il a eu un rôle clé dans mon destin, bien qu'involontairement d'ailleurs. Et en effet, je vous raconte l'histoire. Il avait invité des professeurs chinois, de médecine chinoise, en France. Et il y avait un professeur d'un certain âge et un plus jeune qui traduisait pour lui son cours parce que l'ancien, le professeur le plus âgé, ne parlait pas français ni anglais. Donc, les voici là, tous les deux, hein, au moment où ils ont commencé leur cours en France. Alors, ils étaient restés à peu près, si je ne dis pas de bêtises, 2 semaines. Bon, en tout cas, j'ai sympathisé avec le plus jeune d'entre eux. Pourquoi? S'il avait capté que souvent, quand on posait des questions dans les cours, j'étais un des rares à pouvoir répondre même sur des choses, sur des sujets pour eux qui étaient un peu surprenants au sujet des plantes chinoises, etc. Et lors de l'une de nos balades dans la nature, lui et moi, il m'a dit quelque chose qui restera toujours une grande leçon de vie, un grand principe de vie. Parce qu'il m'a dit, tu sais Philippe, si un jour mon fils voulait devenir chef de cuisine française, je l'enverrai étudier en France. Alors c'est vrai que sur le moment, je ne comprenais pas de quoi il me parlait, pourquoi il me disait ça. Et ensuite, j'ai compris, parce qu'il a continué, et il m'a dit, si tu veux étudier la médecine chinoise, tu dois aller en Chine. Eh bien, cet homme, il s'appelait Ping, le voici le jour où il m'a amené dans la ville où j'ai étudié la médecine chinoise en Chine. Et donc, il s'appelle Ping. Et voilà son fils sur mes genoux. C'était à l'époque où je suis allé chez lui, avant d'aller à la fac où j'ai étudié. C'est son fameux fils qui n'est pas devenu chef de cuisine française. Et ils habitaient donc à Nanchang, une des grandes villes du sud de la Chine. Ping m'a trouvé une université de médecine chinoise, m'a aidé à obtenir les documents pour devenir étudiant officiellement en Chine. J'avais d'ailleurs ma carte d'étudiant. Et donc, il m'a d'abord accueilli chez lui.
Puis il m'a introduit auprès des responsables de l'université de médecine chinoise et tout a démarré. Ping a changé ma destinée. J'étais un petit Français. Le seul voyage que j'avais fait hors de France, c'était pour aller en vacances en Espagne avec mes parents. C'était dans les années 80, début des années 80. Je n'avais aucun moyen financier et jamais j'aurais pensé aller étudier en Chine. Jamais. Et pourtant, grâce à ce jeune Chinois, ce jeune médecin chinois, j'ai étudié en Chine, dans une université, jusqu'à obtenir à la fin de 1994 mon diplôme, un diplôme d'État, le PENCO, qui me permettait, en tout cas à l'époque, de pratiquer la médecine chinoise dans les hôpitaux chinois. D'ailleurs, je suis le premier Français à avoir obtenu un diplôme de médecine chinoise de l'État chinois. Et encore aujourd'hui, s'il y a beaucoup plus de Français qui sont allés étudier en Chine, et je m'en réjouis, à ma connaissance, aucun n'a passé un diplôme officiel d'État. Ils ont on va dire des diplômes universitaires, si vous voulez, mais pas un diplôme d'État. C'est quoi la morale de cette histoire? Pourquoi je vous raconte ça? Si tu veux vivre tes rêves, donne-toi les moyens de les vivre. Ne te trouve pas des excuses. L'excuse, je n'ai pas l'argent pour étudier. La formation est trop loin de chez moi. Ça me fait bien rire. Pourquoi? Parce que j'ai décidé d'aller étudier dans un pays à l'autre bout du monde, sans connaître personne sur place, sans connaître la langue, sans argent. Ben, l'argent, je l'ai trouvé. J'ai trouvé en travaillant dur entre chaque année scolaire. Je revenais en France 3 à 4 mois pour faire des boulots de manutentionnaire. J'ai même fait les 3-8 dans l'usine AZF de Toulouse. Alors, bien avant qu'elle explose. Je vous assure que ce n'est pas moi qui l'a fait exploser. Bref, pour réaliser ses rêves, il faut simplement décider de les vivre. Arrêtez de vous trouver des excuses. Il y a toujours des excuses pour ne pas faire les choses. Ne vous laissez pas emprisonner par vos peurs. Foncez. Donnez-vous les moyens de vivre vos rêves. Durant mes études, j'ai eu une chance inouïe d'être chapeauté par le directeur du département à acupuncture de l'université où j'ai étudié. Il s'appelait le docteur Chan Chi-yun. Alors, c'est lui et moi, à gauche de la photo, à côté du fameux homme de bronze. Et ici, je suis également en présence de Tian Chi-yun, qui est à droite, et d'un autre acupuncteur très célèbre de la faculté où j'ai étudié, qui s'appelle Tong Kuo-tie, d'accord, qui est à gauche, là, sur la photo. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Tian Chi-yun, qui est devenu quelque part un ami, m'invitait très souvent manger chez lui. Et sa femme, le docteur Yu Xiaoping, qui est aussi docteur en médecine chinoise, que vous voyez à droite à chaque fois sur les deux photos, fut ma professeure de diététique chinoise. Donc je peux vous dire qu'on se régalait. Et ça, c'est un des livres qu'elle a coécrit au sujet justement des propriétés médicinales des aliments, qui est l'un des ouvrages sur lesquels je me suis fondé pour écrire ces aliments qui nous soignent. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent ces aliments qui vous soignent, ou en tout cas vous l'avez entendu parler. Eh bien, un des ouvrages que j'ai utilisé pour écrire ce gros bouquin, eh ben, c'est le livre coécrit par Yu Xiaoping. Donc, après m'avoir passionné pour la nutrition occidentale grâce à la naturopathie, en fait, cette passion s'est poursuivie par la diététique chinoise. En tout cas, après l'obtention de mon diplôme en 1994, je suis revenu en France. J'ai commencé à pratiquer un petit peu, hein, tranquillement. Et quand, vous savez, le ciel vous a choisi un destin, parce que vous vous êtes donné les moyens de le vivre, en général, il met sur votre route les bonnes rencontres, les bonnes circonstances, les circonstances favorables. Et en effet, ma mère avait fait des études de naturopathie, alors bien après moi, avec quelqu'un qui est très connu, qui est toujours très connu dans le monde des médecines naturelles et de la naturopathie, c'est Michel Donia. D'accord? Et elle lui a confié que je revenais de Chine avec mon diplôme en main. Or, à cette époque, Michel Donia voulait écrire un livre sur l'acupuncture. Donc, il est venu chez moi, me rencontrer, et très vite, il m'a proposé d'écrire le livre qu'il voulait écrire avec lui sur l'acupuncture. Et c'était pour moi incroyable, parce que loin de moi l'idée d'écrire un livre un jour. Jamais je n'avais pensé à ça. Alors, je lui ai envoyé, je sais pas, quelques semaines après, un texte, et puis
Il m'a dit tout de suite, Philippe, ton livre, il est génial, mais je n'y comprends rien du tout. C'est fait pour les professionnels de l'acupuncture. Moi, j'en suis pas un. Donc, ma compagne va mettre en page ton livre et je vais te présenter à mon éditeur, Guy Trédaniel, qui m'a fait signer un contrat immédiatement. Incroyable. Depuis, j'ai écrit de nombreux ouvrages, publiés en 6 langues, et il y a eu 37 publications en tout. Alors, je n'ai pas écrit 37 livres, parce qu'il y en a un certain nombre qui ont été publiés en différentes langues. Mais voilà, du coup, d'avoir jamais pensé à écrire un livre, j'en ai publié pas mal. Et mon premier livre sur l'acupuncture a attiré l'attention d'un certain nombre de personnes qui m'ont demandé d'enseigner. Et là encore, ce n'était pas prévu dans le programme. Moi, j'avais étudié la médecine chinoise pour soigner. Et on me demandait d'écrire et d'enseigner. Maintenant, ça fait 30 ans que je soigne, j'enseigne, j'écris. J'ai la chance de maîtriser le chinois de la médecine chinoise et toute mon œuvre est fondée sur des sources chinoises originelles. C'est ce qui me permet, si vous voulez, de transmettre un savoir authentique. Et ce savoir, je l'ai confronté, bien entendu, à ma pratique dans mon cabinet de médecine chinoise. Donc, j'ai soigné et enseigné sur tous les continents, sauf le pôle Nord et le pôle Sud. Et comme m'a dit un de mes fils récemment, papa, le pôle Nord n'est pas, comment dire, un continent. Mais vous avez compris ce que je voulais dire. Grâce à ces connaissances universitaires que j'ai réussi à acquérir durant mon cursus universitaire et également mes propres recherches, parce que j'ai continué beaucoup à travailler, beaucoup à étudier, à chercher dans les sources en chinois, j'ai réussi à introduire en France de très nombreuses informations ou méthodes qui n'existaient pas. Un certain nombre, d'ailleurs, en diététique chinoise, avec notamment la publication du livre La diététique du Tao et surtout celui qui est à côté, Les aliments qui nous soignent, hein, comme vous voyez à l'écran. J'ai introduit en France en fait de très nombreux thèmes comme la palpation des méridiens, l'acupuncture Tong, l'acupuncture japonaise de Mukaino, le système des 6 rééquilibrages des méridiens qu'on n'attribue pas à la bonne personne, l'acupuncture des réseaux, de très nombreuses informations inédites en pharmacopée, en gynécologie chinoise, en ophtalmo chinoise, et en médecine interne chinoise, et beaucoup d'autres sur les maladies, les symptômes, selon bien entendu la conception du système ancestral chinois. Et j'ai même créé un glossaire des termes de médecine chinoise, qui est chinois, pinyin, français, de plus de 13 000 entrées. 13 000 entrées, il est accès libre hein, et accès gratuit sur mon site. Alexiane, si tu peux mettre dans la fenêtre de discussion le lien du glossaire pour ceux qui éventuellement voilà, sont intéressés. Merci beaucoup. Voilà, si ça vous donne envie, vous pouvez y accéder. Bref, comprenez que j'ai dédié ma vie à la médecine chinoise. Je n'ai fait que ça. En tout cas, depuis 30 ans, plus de 30 ans. Je continue à enseigner les grandes spécialités. J'ai ouvert enfin, j'ai été lent, je l'avoue, j'ouvre enfin mon école, l'Académie supérieure de médecine chinoise, où je me régale à former des gens formidables. Voilà également le lien qu'on vous met dans la fenêtre de discussion, pour ceux qui veulent jeter un œil. Et dans ce webinaire, je voudrais vous partager un peu de ce savoir que j'ai accumulé durant mon parcours. Et vous le savez, nous allons évoquer les aliments utiles selon la diététique chinoise pour le diabète de type 2. Alors attention, je ne vais pas vous parler de toute la prise en charge nécessaire pour aider une personne souffrant de diabète de type 2 ou qui est prédiabétique. On n'a pas le temps. Mon objectif est de vous parler des aliments qui sont adaptés pour cette pathologie selon l'approche de la diététique chinoise. Avant cela, vous devez comprendre qu'entre aujourd'hui et il y a à peu près 2000 ans où la médecine chinoise a commencé à se développer, il y a eu de gros changements dans nos modes de vie, dans nos modes alimentaires. Il y a des choses à faire pour éviter le diabète ou l'améliorer qui n'étaient pas nécessaires il y a 1000 ans en arrière, il y a 500 ans en arrière, il y a 100 ans en arrière, il y a simplement 60 ans en arrière. Il y a donc des
conseils fondamentaux que vos patients doivent suivre aujourd'hui qui n'étaient pas nécessaires autrefois, car la société s'est totalement transformée depuis, moi, je pense, les années 60, 70, hein, sur de nombreux plans. Donc, ce que je vais vous transmettre sont des connaissances à connaître absolument en cas de diabète de type 2, mais il faudra ajouter quelques conseils complémentaires, supplémentaires dans l'alimentation et l'hygiène de vie des patients. Mais notre webinaire est centré sur l'étude des aliments selon la diététique chinoise, donc qui sont réputés utiles pour les personnes souffrant de diabète de type 2. Alors, nous allons voir un certain nombre d'aliments, mais également de recettes issues de la diétothérapie chinoise. Alors, chacune d'elles peut être utilisée indépendamment des autres ou être associée à d'autres, hein, mais il ne s'agit pas de tout appliquer en même temps. Ça, ce n'est pas possible. Bien entendu, vous pouvez faire varier les recettes. Autre mise en garde. Ce cours est un vrai cours de médecine chinoise. J'utiliserai donc la terminologie de la médecine chinoise. Je ne vais pas, comment dire, ce n'est pas de la vulgarisation. Je vais vous transmettre la manière dont je transmettrai à des professionnels de la médecine chinoise ou des étudiants de médecine chinoise. Ce webinaire sera peut-être plus difficile à suivre si vous êtes complètement néophyte dans le domaine de la médecine chinoise. Mais cette conférence s'adresse tout d'abord à des gens qui ont des bases en médecine chinoise. Donc voilà, c'est ce que je vais vous transmettre est un très court extrait de la formation supérieure en diététique chinoise. Alors, je vous en parlerai un peu plus tard. On peut d'ailleurs, voilà, Alexiane a mis le lien. Je te remercie. Alors, commençons. On va commencer à parler donc des aliments spécifiques du diabète selon la diététique chinoise. Et le premier aliment que nous allons étudier, c'est tout simplement le chou vert. C'est l'aliment médicament par excellence. Au-delà du fait qu'il renforce la rate, harmonise l'estomac et soigne de nombreux troubles digestifs, comme les ulcères, il possède de nombreuses propriétés médicinales. Et il prévient de nombreux cancers, on le sait aujourd'hui, et traite les douleurs biliaires, les brûlures en application externe, les gelures en application externe, les douleurs articulaires, même en application externe. Et bien entendu, pour ce qui nous intéresse ici, pour le diabète, grâce à son action, on le sait aujourd'hui, hypoglycémiante. Bien évidemment, il y a 2000 ans en arrière, on ne parlait pas d'action hypoglycémiante. C'est l'expérience, l'observation qui a permis, comment dire, aux médecins, aux diététiciens, on va dire, de chinois, nutritionnistes chinois, d'observer l'intérêt, comment dire, du diabète, pardon, l'intérêt du chou dans le diabète. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il faut le consommer sous forme de jus ou alors très peu cuit pour qu'il ait un intérêt pour le diabète. Par contre, s'il est très peu cuit, il faudra bien le mastiquer parce que ça peut apporter quand même beaucoup de fibres solubles et insolubles, mais qui sont peut-être un petit peu plus difficiles à digérer pour la rate. Donc, pour éviter de fatiguer la rate, il faudra bien mastiquer pour compenser le fait que ce n'est pas trop cuit. Sinon, vous pouvez utiliser le jus. Alors, on utilise le chou de deux manières, soit comme, comment dire, on peut déjà l'utiliser, comment dire, oui, comme médicament, on va dire en guillemets, vous comprenez le terme médicament. C'est vrai que c'est un terme qu'on ne devrait peut-être pas utiliser dans ce contexte-là, je comprends, mais en chinois, on dit yao. Yao, ça veut dire remède, ça veut dire médicament, vous voyez. Donc, on peut l'utiliser comme remède, on va dire, plutôt que médicament, en buvant un demi-verre à moutarde de jus frais, d'accord, au moins 15 minutes avant chaque repas. Vous voyez? On boit un demi-verre à moutarde de jus frais au moins 15 minutes avant chaque repas. Ou alors, vous pouvez le consommer également dans votre alimentation comme un aliment, comme un légume, en prévention sous forme voilà, de légumes que vous pouvez consommer très fréquemment, tous les 2 jours, par exemple. Alors, ce n'est peut-être pas suffisant, mais ça va participer à mieux réguler la glycémie.
à faire en sorte que l'insuline soit moins résistante. Mais attention, le chou réduit l'absorption de l'iode. Si vous en mangez plus de 3 fois par semaine, soyez sûr que votre thyroïde fonctionne bien. Et augmentez votre consommation d'iode si vous en consommez régulièrement, très régulièrement. Et en cas d'hypothyroïdie, vaut mieux s'abstenir. Ensuite, nous avons la courge musquée, ou ce qu'on appelle aussi le potiron. Alors, malgré son indice glycémique relativement élevé, le potiron, on va voir comment faire pour l'utiliser à bon escient. Le potiron possède aussi une action hypoglycémiante. Comment on peut faire? Comment on peut bénéficier de son effet hypoglycémiant? Eh bien, on peut en consommer 250 grammes en purée, en légumes, en soupe. Ça, c'est une première manière de faire. Et sa consommation peut être quotidienne. Ça aide à contrôler la glycémie. Comme quoi, ce qu'on appelle l'index glycémique d'un aliment n'est pas toujours à 100% en rapport avec, comment dire, le fait qu'il risque de faire réellement monter le taux de sucre dans le sang. Parce il peut avoir d'autres constituants qui vont favoriser une diminution de la glycémie. C'est le cas de la courge musquée, du potiron. Si la glycémie est contrôlée ou diminue parce que vous consommez très régulièrement comme ça de la courge, on peut faire donc, vous pouvez faire en fait des cures de courge sur une semaine, par une semaine par mois. Mais je vais vous donner la recette de diétothérapie qui est la plus efficace pour bénéficier du potiron en cas de diabète de type 2. D'abord, vous émincez 1 kg de potiron. Vous enlevez la grosse écorce qu'il y a à la périphérie. Vous faites sécher ensuite, vous pouvez couper en lamelles et vous faites sécher. Alors, traditionnellement, on le faisait sécher au soleil en Chine, mais vous pouvez le faire sécher dans un dessiccateur ou, si vous n'avez pas, dans votre four à un feu très, très, très doux, le plus doux possible. Il faut la sécher de manière très progressive. Et quand il devient sec, croustillant, ce potiron, vous pouvez le réduire en poudre. À ce moment-là, il est très facile à réduire en poudre. C'est impossible lorsqu'il est frais ou à moitié frais. Donc, il faut vraiment qu'il soit séché. Et vous allez prendre, une fois par jour, 20 grammes de cette poudre de potiron. D'accord? Il faut faire ça sur une longue période. On peut l'utiliser presque comme un remède hypoglycémiant. C'est la meilleure forme pour bénéficier de l'effet hypoglycémiant du potiron. Autre remède, autre aliment, la pastèque, qu'on appelle aussi le melon d'eau. Il est possible de faire une décoction avec l'écorce de la pastèque, ce que l'on ne mange pas d'habitude. Et vous faites bouillir 15 à 20 minutes cette écorce verte, 15 à 20 minutes à feu doux. C'est-à-dire qu'au lieu de jeter l'écorce, vous pouvez l'utiliser sous forme de décoction 15 à 20 minutes et vous buvez comme une boisson, si vous voulez, digestive, comme la boisson pendant le repas. Vous pouvez le boire carrément dans le repas. Alors, c'est amer, c'est pas du tilleul menthe avec du miel, c'est amer. Mais cette recette de diétothérapie est surtout utile en cas de diabète qui est accompagné de soif, d'urine trouble ou foncée, de rétention d'urine. Donc, c'est adapté pour le diabétique qui souffre de chaleur interne et de stagnation d'humidité. Autre fruit, goyave. La goyave, vous pouvez boire le jus de 250 grammes de goyave, alors réparti en 2 prises. Donc, ce que vous pouvez faire, l'idéal, c'est d'avoir des vraies goyaves fraîches. On n'en a pas tout le temps, surtout en Europe, bien évidemment, c'est un fruit exotique, mais quand vous en avez, vous les récupérez. Et le mieux, c'est de faire du jus avec un extracteur. Et l'idée, c'est vous récupérez le jus de 250 grammes de goyave et que vous buvez en 2 fois, en 2 prises si vous voulez, avant les repas. De préférence, les 2 repas principaux. Alors après, on peut aussi manger le fruit frais, c'est tout à fait possible.
En revanche, si votre rate est un peu affaiblie, manger trop de fruits pourrait bien entendu affaiblir un peu la rate, favoriser des sels plus liquides, des gaz, etc. En revanche, le jus a beaucoup moins cet effet secondaire. Aux périodes où il n'y a pas de jus frais, enfin de fruits frais plutôt, on peut utiliser également les feuilles de goyave séchées. Ceux qui ont la possibilité, là où ils vivent, d'avoir des feuilles de goyave séchées, eh bien, elles aussi ont une action pour régulariser le taux de sucre dans le sang. Vous pouvez faire une décoction avec 15 à 30 grammes de feuilles de goyave. Vous faites bouillir, d'accord, cette quantité de feuilles dans à peu près l'équivalent de, allez, on va dire 400 millilitres d'eau. Non, un peu moins, oui, entre 300 et 400 millilitres d'eau. Hein, vous faites bouillir ça pendant 15 minutes, 20 minutes. 20 minutes, c'est bien. Et vous pouvez répéter avec les mêmes feuilles cette décoction 2 fois ou 3 fois par jour. En tout cas, la goyave est l'un des fruits les plus intéressants pour le diabète. Quand je parle de diabète ici, ce soir, ça sera toujours l'idée plutôt du diabète de type 2, hein. Donc, vous l'avez compris, le goyave a de vraies vertus hypoglycémiantes et qui donc intéressantes pour le diabétique. Cependant, la goyave est à éviter en cas de constipation, de flatulence, de gaz intestinaux, selon la diététique chinoise. En d'autres termes, si vous avez un vide de rate et une stagnation de qi. Autre fruit très intéressant, vous allez voir, c'est étonnant. La framboise. Eh oui, c'est une bonne surprise. La framboise est l'un des fruits les plus adaptés pour le diabétique. Incroyable. Il faut consommer alors, 125 grammes de framboise. Alors, il va me dire, oui, c'est beaucoup. Oui, mais là, on cherche quand même à traiter une pathologie. Alors, après, on le fait pas, on a envie, on n'a pas envie. Ça, c'est notre histoire. Mais pour que ça fonctionne, c'est 125 grammes de framboise fraîche par jour. De préférence, vous devez consommer les framboises en début de repas. Donc, vous commencez par le dessert. Alors, ne mettez pas de la chantilly dessus, hein, parce que là, ça va peut-être annuler les effets. Les chercheurs contemporains ont confirmé ce que les Chinois avaient découvert il y a bien longtemps. La consommation régulière de framboises aide à traiter ou en tout cas à prévenir le diabète de type 2. Hein, par exemple, les gens, on sait qu'ils sont en prédiabète, ils commencent à avoir des analyses qui montrent que c'est toujours un petit peu trop haut, etc. Bien, vous pouvez commencer à leur faire prendre un certain nombre de ces recettes que je suis en train de vous, comment dire, de vous transmettre, notamment celle des framboises. Alors oui, les framboises, on n'en a peut-être pas toute l'année, mais peu importe. Si vous n'avez pas des framboises, vous utilisez d'autres aliments qui ont un intérêt pour ce type de pathologie. Les framboises, vous l'avez compris, ont un effet hypoglycémiant. Elles agissent autant chez la personne qui est déjà diabétique, ou bien de type 2, ou bien les personnes qui sont en phase de le devenir. D'accord? Cela améliore l'état de ceux qui sont déjà malades et surtout ça évite comment dire, à ceux qui ne sont pas encore malades d'éviter de tomber dans cette pathologie à risque élevé. Bien évidemment, il faudra adosser cette consommation de framboises et en fait, tous les aliments dont je vais vous parler ce soir à une modification importante de l'alimentation combinée à une activité physique quotidienne, etc. etc. Hein, et si on applique cela, une modification alimentaire, les bons aliments pour le diabétique et l'activité physique, il est rare que ça ne fonctionne pas. En tout cas, pour les gens qui sont en prédiabète ou qui viennent de démarrer comment dire, qui viennent de démarrer leur diabète. Bien sûr, si les gens ont déjà le diabète de type 2 depuis 10 ans et qui sont sous insuline, c'est plus difficile de les ramener à un état normal. J'ai vu des choses incroyables, hein, mais ce sera difficile. En revanche, vous pouvez faire en sorte de leur permettre d'avoir une glycémie plus stable, avec un besoin moins important d'insuline. Or, on sait que l'insuline, c'est le problème à long terme pour la santé, de prendre l'insuline exogène. Ou exogène ou même endogène, hein, le fait d'avoir des productions, de la surproduction d'insuline parce qu'on consomme beaucoup de sucre, etc., on sait très bien aujourd'hui que c'est pas très bien pour la santé. En outre, cette consommation régulière de framboises permet de réduire les marqueurs d'inflammation qui sont souvent élevés chez les diabétiques.
Bref, la framboise, c'est le fruit du diabétique ou du prédiabétique. Un autre aliment moins connu chez nous, mais je vais vous expliquer comment vous débrouiller avec. Le yam asiatique. Vous voyez, le yam asiatique qu'on appelle aussi shaniao, d'accord. Eh bien, alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est un remède qui se trouve dans les épiceries chinoises, enfin, dans tous les supermarchés asiatiques, en tout cas dans beaucoup, on trouve l'ingnam, le yam asiatique. C'est très intéressant pour les diabétiques, surtout qui ont un vide de Jing des reins ou encore un vide de qi de la rate et du poumon. C'est un aliment qui est hypoglycémiant et parfait pour les diabètes de type vide, comme le sont souvent les diabètes de type 2. Alors, comment on fait? Donc, c'est une espèce de, comment dire, c'est un tubercule. C'est un tubercule, d'accord, une racine, qui est assez longue, d'accord, ça fait comme un bâtonnet, assez large, qui est à peu près comme ça de largeur. Alors, ça dépend, bien sûr, il y en a qui sont plus larges, les autres moins larges. Donc, je vous explique comment le consommer. En fait, ça se consomme comme de la pomme de terre, en légumes ou en soupe. Vous pouvez consommer sous cette forme-là, quand elle est sous forme fraîche, comme ça. Vous avez trouvé, comment dire, dans les supermarchés asiatiques, vous pouvez le consommer sous forme de, voilà, de légumes, de soupe. Vous pouvez consommer de 60 à 120 grammes par jour. D'accord. Et comment dire, quand j'allais chez mon ami Tian Chi-Yun et sa femme, qui était donc ma professeure de diététique, il faisait souvent des soupes à base d'algues, d'igname, et c'était extraordinairement bon. C'est-à-dire qu'on avait l'impression on se régalait, c'était gastronomique, et on savait que c'était en plus très riche en propriétés médicinales, hein, et que ça permettait d'avoir un meilleur équilibre. C'était vraiment extraordinaire. Cet igname donc, est utilisé, enfin, comment dire, se trouve autant dans les cuisines des Chinois que dans les pharmacies de phytothérapie chinoise. Pourquoi? Parce que Shaniao, c'est la forme sèche de cette racine d'igname qu'on utilise euh, pour soigner les gens. Hein, c'est un remède de la phytothérapie chinoise. Donc c'est à la fois un aliment et une plante médicinale. Donc remarquable, vous avez compris, pour les diabètes de type vide. Ensuite, nous avons quoi? Ah, le soja jaune. Alors, sous forme de légumineuse. Alors, attention, c'est une légumineuse. Il faut vraiment la cuire très longtemps. Beaucoup plus longtemps que des lentilles ou que du pois chiche. Beaucoup plus longtemps. Alors, vous pouvez le consommer sous forme donc, de légumineuse, mais aussi de ce qu'on appelle la boisson de soja ou le lait de soja, bien que le terme est pas juste, c'est pas du lait, hein, d'accord, une boisson de soja, ou le tofu. C'est un aliment qui est hypoglycémiant et traite le diabète avec soif dans un contexte plutôt de chaleur. Alors, en légumineuse, hein, on le voit, vous le voyez sur l'illustration, là, hein, ces espèces de pois jaunes. Vous pouvez utiliser 120 grammes par jour. Faites une cuisson très longue, plusieurs heures, parce que sinon c'est très indigeste. Et vous pouvez consommer en 2 fois. Par exemple, 60 grammes à midi, 60 grammes le soir. Ça peut devenir, on va dire, le glucide intelligent du diabétique, parce que ça va avoir un effet hypoglycémiant. Sous forme de tofu, vous pouvez le consommer à volonté. Vous savez, ce qu'on appelle aussi le fromage de soja, bien sûr, ce n'est pas du fromage, on appelle ça du tofu. On peut consommer du tofu tous les jours, sauf si vous avez un gros vide de yang, parce que c'est plutôt refroidissant. Donc, si vous avez un vide de yang de rate, vaut mieux éviter. Mais si on est plutôt dans du vide de yin ou de la chaleur plénitude, là, vous pouvez y aller gaiement. Autre aliment qui est un de mes préférés, parce qu'il a de multiples propriétés médicinales, j'adore ce légume, c'est le céleri branche. C'est un des meilleurs légumes pour soulager de nombreuses pathologies.
c'est un de ceux que je recommande le plus dans mes consultations à mes patients grâce à l'étendue de ses vertus. En tout cas, pour le diabète de type 2, il faut boire des soupes simplement. Faites des soupes avec le céleri branche et vous faites des soupes, vous pouvez faire des soupes à tous les repas, aux 2 repas principaux, d'accord? Ça sert à la fois d'aliment et de remède et ça va vous aider à réguler votre glycémie. On peut aussi boire le jus de 500 grammes de céleri branche. C'est-à-dire que vous prenez 500 grammes de céleri branche, vous faites dans un extracteur, vous récupérez le jus, d'accord? Et ce jus, vous allez le boire en 2 ou 3 fois, hein. Vous pouvez le garder au réfrigérateur et le boire, par exemple, heu, juste avant chacun des 3 repas dans la journée. C'est aussi une possibilité. Et les Chinois se sont aperçus que le céleri branche était hypoglycémiant et qu'associé à un régime alimentaire adapté, il permettait de traiter le diabète de type 2. On faisait des nutritionnistes en Chine qui ont euh, pas utilisé que ça, mais principalement le céleri branche, avec bien sûr un régime alimentaire adapté pour diabétiques, et permettre à un diabétique de revenir dans la norme au niveau des examens sanguins. Alors, encore une fois, ça c'est possible si vous n'avez pas un diabète depuis 10 ans, que vous êtes sur insuline, et voilà, parce que quand on est trop avancé dans la pathologie, on ne peut que l'améliorer, mais probablement pas revenir en arrière. Par contre, quand on est sur ces périodes où on vient de rentrer dans le diabète de type 2, par exemple, où on est en phase prédiabétique, là, tout est, tout est possible. Tout est possible. Avec un peu de patience, on peut supprimer les médicaments et empêcher surtout la future prise d'insuline. D'accord? Je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est qu'avec une modification alimentaire, le céleri, le jus de céleri essentiellement, on peut petit à petit améliorer la condition du patient au point de mettre les hypoglycémiants, les glucophages et compagnie de côté pour pouvoir ensuite revenir à un équilibre normal sans médicaments. Et surtout, ce qui est important, de mon point de vue, c'est d'éviter de tomber dans l'insuline. Bon, quand on a de l'insuline, on a de l'insuline. On se débrouille avec et on fait au mieux. Et on peut de toute façon bénéficier toujours de ces recettes que je vous donne. Mais quand ça fait longtemps que vous avez de l'insuline, c'est très difficile de revenir en arrière. Donc, le céleri branche, c'est un remède qui notamment clarifie la chaleur. Donc, on est plutôt dans un diabète avec comment dire, un contexte de chaleur. D'accord? Maintenant, autre chose. Encore une chose qui est un petit peu chinoise, mais vous allez voir, je vais vous expliquer comment on peut avoir ça. Donc, c'est donc les feuilles d'Hippomonea aquatica. D'accord? C'est ce qu'on appelle le chou des marais ou épinard aquatique. On l'appelle aussi liseron d'eau. Et en fait, on peut trouver les graines de ce légume sur Internet pour des semis directs au jardin. Hein, vous le mettez directement dans la terre, vous l'arrosez régulièrement et vous pouvez obtenir ça très facilement. On peut aussi trouver aussi ce légume dans un certain nombre de supermarchés asiatiques. Et les feuilles se consomment bouillies, sautées, comme ferait un sauté n'importe quel légume, voire crues en salade, alors plutôt la partie supérieure que la tige elle-même. Vous pouvez aussi les blanchir à l'eau bouillante pour que ce soit mi-cuit. Et cet aliment clarifie la chaleur, rafraîchit le sang, élimine la toxicité. Hein, d'accord? Il clarifie la chaleur, rafraîchit le sang, élimine la toxicité. Il traite la constipation, les selles sanglantes, les hémorroïdes, la céphalée et également le diabète. Tout ça plutôt provoqué par, comment dire, un contexte plutôt de chaleur, vous l'avez compris. Hein. Ah oui, la céphalée aussi, dont je parle, que traite ce chou des marais, c'est plutôt les céphalées provoquées par une hypertension artérielle. Donc, il est très probable que ce légume également régularise la tension artérielle. Quand vous avez une personne de 60 ans qui a du diabète,
c'est pas rare qu'il y ait un petit peu d'hypertension. Ben voilà, ça peut faire coup double. Épinard, ça c'est l'épinard de chez nous, hein. Ça c'est plus facile à trouver. Lui aussi est hypoglycémiant, lui aussi aide le diabétique dans un contexte de chaleur, surtout si le diabétique souffre, en plus du diabète, bien sûr, de constipation, de soif. C'est un aliment qui peut être à ce moment-là consommé sauté, hein, comme un légume, bouilli, à l'étuvée. On peut faire aussi des décoctions. Vous prenez 150 grammes d'épinards frais, hein, ça fait un gros volume, hein. Au final, quand c'est cuit, ça fait beaucoup moins de volume, et vous faites bouillir. Vous faites bouillir. Alors, l'idéal, ça serait de faire une décoction avec 150 grammes d'épinards frais, hein, d'épinards frais, hein, pas en boîte, hein, par pitié. Et vous ajoutez également 10 grammes de Huanchi. Alors, Huanchi, c'est une. Non, d'abord, Huanchi et Shengqiang, pardonnez-moi. Donc, vous prenez vos 150 grammes d'épinards, vous prenez vos 10 grammes de Huanchi et également, vous pouvez mettre 10 grammes de Shengqiang. D'accord? Après, je vous expliquerai ce que sont ces deux substances. Comment on fait? Vous mettez tout ça dans un demi-litre d'eau, vous faites cuire à feu doux 20 minutes. Quand je dis faire cuire à feu doux 20 minutes, c'est vous comptez 20 minutes à partir du moment où ça commence à bouillir. Donc, vous pouvez commencer par un feu vif et quand ça commence à bouillir, là, vous baissez, vous pouvez couvrir et vous continuez à faire bouillir à feu doux 20 minutes. Et vous pouvez boire, comment dire, la décoction. Alors après, quand c'est fini, vous passez les plantes, l'épinard, vous gardez le liquide, c'est une décoction. D'accord. Et vous pouvez boire cette décoction en 2 prises. C'est une décoction qui permet de régulariser la glycémie, tout en tonifiant le qi, le sang et le yin. Donc ça aide le diabétique et ça tonifie son qi, son sang et son yin. Alors le fameux Huanqi et Shengqiang sont 2 substances médicinales que l'on trouve facilement dans les épiceries asiatiques, hein, des grandes villes. Vous allez dans les supermarchés asiatiques et vous avez un petit coin, il y a plein de plantes. Ben, vous prenez là les caractères chinois, le nom, et vous trouverez ces plantes. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des choses compliquées dans des laboratoires spécialisés. Vous trouvez ça actuellement dans les épiceries, les supermarchés asiatiques. Autre aliment du diabétique, c'est l'oignon. Il est lui aussi hypoglycémiant et peut être consommé sous toutes ses formes à partir du moment où il est bien toléré, bien entendu, sur le plan digestif. Alors que bon nombre de légumes antidiabétiques sont refroidissants, vous l'avez vu, hein, souvent on a dit plutôt dans un contexte de chaleur, alors pas tous, mais un certain nombre, bien lui au contraire, il est tiédissant, il tonifie le yang de la rate. Donc ça doit être le condiment du diabétique, sauf en cas de chaleur interne. À l'inverse, si le patient a de la chaleur interne, là par contre, il vaut mieux éviter l'oignon. Il semble avoir une action favorable sur le métabolisme du foie et la sécrétion de l'insuline. Plus on consomme d'oignons, plus la glycémie est basse. Donc ça, c'est intéressant. On peut dire que l'oignon, c'est l'ami du diabétique qui est en vide de yang. Voyons un autre aliment, plus asiatique cette fois-ci, c'est le rhizome du lotus. C'est quoi? C'est, si vous voulez, le lotus est constitué de plusieurs parties. Ben, son rhizome, sa racine, c'est pas une racine, c'est un rhizome, d'accord, que vous voyez là, hein, à droite par exemple. Il est entouré d'une écorce qui est beige marron clair, on va dire. Et quand vous l'épluchez, ça donne ça. Et à travers, lorsque vous comment dire, coupez des lamelles comment dire, en coupe sagittale, je vais y arriver. Vous voyez ces trous, c'est très, très beau à voir, très esthétique. Donc voilà, alors ce rhizome, c'est le rhizome du lotus, c'est un élément qui est typiquement asiatique, bien entendu. Il peut se trouver frais très facilement dans la plupart des épiceries, des supermarchés asiatiques.
Alors bien sûr, il y a 20 ans, c'était plus difficile à trouver, mais aujourd'hui, dans toutes les grandes villes, vous avez une épicerie, un supermarché chinois, beaucoup de villes en tout cas, ben, vous trouverez le lotus. Soit sous forme sèche, soit sous la forme fraîche. Et en fait, il aide à régulariser la glycémie et il évite les pics glycémiques. Donc en buvant un quart de verre de jus frais, que l'on fait soi-même hein, avec une centrifugeuse et du rhizome frais, eh ben, vous pouvez, encore une fois, avoir une prévention sur les pics glycémiques. Donc on peut boire le jus au début du repas. De nature fraîche, cet aliment, il vaut mieux l'éviter en cas de vide de yang de la rate marqué ou si, par exemple, vous avez une patiente avec des troubles gynécologiques, hein, qu'on appelle par exemple le froid du Chong Mai et du Zhen Mai. Dans ces cas-là, en général, on n'utilise pas cet aliment qui est trop refroidissant. N'oubliez pas que cet aliment est aussi un remède, une substance médicinale chinoise qu'on utilise en phytothérapie chinoise. Alors, non, pas exactement. Non. Plus précisément, alors on ne le voit pas ici sur l'illustration, mais les rhizomes, ça fait entre plus. Les rhizomes sont composés de plusieurs parties, et entre chaque partie, vous avez comme un nœud. Et c'est le nœud qu'il y a entre chaque partie du rhizome qu'on utilise en phytothérapie chinoise, ça s'appelle Wu-Jie, d'accord, qui est un remède qu'on utilise notamment, pas que, mais notamment pour les hémorragies dues à une chaleur dans le sang. Un autre aliment intéressant pour le diabétique, il s'agit de l'agaric champêtre, le rosé des prés. Alors, il appartient à la même famille que le champignon de Paris, d'accord, mais ce n'est pas exactement le champignon de Paris. En tout cas, je dirais que c'est le champignon du diabétique. Il régularise la glycémie après un repas. Il peut être consommé quotidiennement sous différentes formes, hein. Il est particulièrement intéressant car contrairement à beaucoup de végétaux qu'on a présentés, hein, ceux qui sont intéressants pour lutter contre le diabète, lui n'est pas froid. Au contraire, il est plutôt neutre, tiède, neutre, et surtout il tonifie le qi de la rate. Donc vous pouvez le consommer frais, séché, euh, après, comme un aliment, comme vous faites, comment dire, quand vous préparez des champignons, eh ben, au lieu de ce soit des champignons de Paris, vous utilisez ça. Alors, il faut en consommer quand même une bonne quantité et régulièrement, hein. Ce n'est pas parce que vous en mangez une fois par mois que ça va changer la donne par rapport à votre diabète. Bien évidemment, vous vous en doutez. Donc, il faut l'utiliser comme remède. C'est un aliment remède. Donc, il va falloir en consommer très souvent, le plus souvent possible. Donc, on le trouve sous forme fraîche, sous forme sèche. On le trouve même sous forme de poudre sur Internet. Et dans ce cas, quand vous avez la poudre, vous pouvez en consommer 3 grammes à chaque repas. Donc ça, c'est plus facile. Il n'y a pas l'obligation de manger ce légume tous les jours, mais vous pouvez consommer les 3 grammes à chaque repas. Hein, vous mettez la poudre dans la bouche, les 3 grammes, vous buvez un verre d'eau derrière et c'est réglé. Autre fruit qui est de plus en plus connu chez nous, c'est le fruit de litier qu'on appelle bête goji. C'est aussi un remède, une substance médicinale de la phytothérapie chinoise qui s'appelle Guoqieze, d'accord? Et on peut l'utiliser en tisane, ou plutôt en décoction. Vous faites bouillir 10 grammes dans à peu près 300 ml d'eau, donc 10 grammes de ce fruit, qui est généralement sec hein, lorsqu'on l'a chez nous, donc 10 grammes de fruits secs à faire bouillir dans 300 ml d'eau 20 minutes. D'accord? Et vous refaites cette tisane, vous pouvez refaire avec les mêmes 10 grammes que vous avez utilisés, par exemple, le matin, pour faire une première décoction, vous pouvez utiliser une deuxième fois et faire une deuxième décoction dans l'après-midi ou en soirée. Ce fruit aide également le diabétique qui souffre plutôt d'un vide de yin des reins, avec vertige, baisse de l'acuité visuelle, douleur des lombes et des genoux, spermatorée, impuissance. Donc, en plus de traiter ces symptômes, elle est hypoglycémiante. Donc, c'est un fruit très utilisé, hein, vous savez, hein,
en phytothérapie chinoise, qui se rencontre autant dans les pharmacies que dans les cuisines chinoises. C'est vraiment l'aliment remède, l'aliment médicament par excellence. Chez nous, on le trouve maintenant très facilement dans les épiceries chinoises, dans les magasins diététiques, sur Internet et même parfois dans les supermarchés tout à fait conventionnels. Autre aliment un peu particulier, il est entre l'aliment et le remède, on va voir ça, c'est la gelée royale en Chine. La gelée royale, on l'utilise aussi. Hein, dans l'Empire du Milieu, elle relève plutôt de la diététique chinoise et pas de la phytothérapie. Chez nous, on l'utilise plutôt dans le contexte de la phytothérapie, hein. C'est plutôt les phytothérapeutes, les naturopathes qui utilisent la gelée royale dans leur prescription, et c'est très bien. En Chine, c'est plutôt de l'ordre de la diététique. Ça relève de la diététique chinoise. On considère que cette substance est douce, acide, neutre, nutritive, tonifiante. Elle renforce la rate et nourrit le foie. Elle est ainsi indiquée lors de convalescence, d'indigestion chez l'enfant, d'inappétence, de faiblesse aussi chez la personne âgée, le convalescent, c'est-à-dire la personne qu'on a besoin de fortifier, ou la personne souffrant d'une maladie chronique, hein, qui a tendance à épuiser son chi. Vous avez compris? Elle fortifie. Mais en plus de fortifier, elle régularise la glycémie. Elle peut donc être très utile chez le diabétique qui est faible, fatigué, qui est en déficience. Mais attention, en cas d'hypoglycémie ou de diarrhée chronique par vide de rate, il ne vaut mieux pas l'utiliser. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous ne souffrez pas de diabète, de tendance à l'hyperglycémie, mais à l'opposé, vous faites souvent de l'hypoglycémie, il vaut mieux éviter la gelée royale. On l'évite aussi en cas de diarrhée chronique par vide de rate. La gelée royale est généralement livrée avec une petite cuillère doseuse d'environ 500 mg, un demi-gramme. Il est recommandé de prendre une cuillère doseuse, donc un demi-gramme, chaque matin, à jeun, et 30 minutes avant le repas principal, c'est-à-dire ou le déjeuner ou le dîner. Donc, laissez au moins 30 minutes avant de consommer quoi que ce soit derrière. Hein, d'accord? Ça, la gelée royale, vous en trouverez sur Internet, mais le mieux, c'est vraiment de la consommer, de la prendre fraîche dans les magasins de diététique, les magasins de produits naturels. Autre aliment surprenant, c'est le sésame noir. Le sésame noir, lui aussi, est hypoglycémiant. Il favorise le métabolisme du sucre au niveau du foie. On peut en consommer une quinzaine de grammes par jour, mais sous forme de poudre. C'est-à-dire que vous prenez les graines entières, vous fabriquez votre poudre avec un petit mixeur, quelque chose comme ça, et vous la faites vous-même. Et après, vous pouvez saupoudrer, par exemple, vos légumes, vos céréales, vos crudités, enfin n'importe quoi, ce que vous consommez. Et vous pouvez prendre 5 grammes par jour sous forme de poudre pendant les repas. 5 grammes de poudre. Et ça aussi, ça va dans le sens de favoriser une régularisation de la glycémie. On peut trouver également le sésame noir sous forme de pâte noire dans les magasins diététiques. Alors, vous savez, c'est comme le thym. Le thym, c'est de la pâte de sésame blanc. Et bien, vous avez l'équivalent pour le sésame noir. Donc, vous pouvez en consommer, par exemple, une cuillerée à soupe par jour aussi, de préférence pendant les repas, parce que c'est lui qui va régulariser la glycémie et ça participe à faire en sorte que d'éviter tous ces pics glycémiques qui favorisent la production, enfin oui, la sécrétion pardon, d'insuline et qui à long terme est vraiment un problème pour la santé. Surtout si bien sûr on est déjà diabétique ou prédiabétique. Donc voilà, sésame noir. Donc vous trouvez la pâte aujourd'hui assez facilement dans les magasins diététiques. Autre chose, plus facile encore à trouver, c'est la laitue. La laitue, c'est un diurétique efficace qui, en même temps, est hypoglycémiant. Hein, vous ne saviez pas que vous aviez dans votre réfrigérateur des remèdes qui pourraient traiter le diabète. Ben voilà, la laitue, c'en est un.
Alors, de plus, avec ces fibres, elle lutte contre les pics glycémiques. Parce que, alors ça, c'est plus de la diététique chinoise, c'est plus de la nutrition occidentale. On sait que euh, les pics glycémiques, pour les éviter, il vaut mieux consommer beaucoup de légumes qui sont très riches en fibres et donc qui ralentissent, si vous voulez, l'assimilation, la digestion des glucides. Et donc, il y a comment dire, une assimilation plus progressive des glucides. Et donc, au lieu de faire des pics, ça, le sucre, les glucides, enfin, le sucre arrive plus, le glucose arrive plus lentement, tranquillement, plus progressivement dans le sang. Et donc, on évite ces fameux pics glycémiques qui sont vraiment très mauvais pour la santé. Donc, si la rate n'est pas trop affaiblie, vous pouvez en consommer à chaque repas et assaisonner de vinaigre, comme une salade. Pourquoi? Parce que le vinaigre, lui aussi, a tendance à faire diminuer l'index glycémique du bol alimentaire. En Chine, on le consomme aussi comme un légume, cuit dans des soupes. C'est aussi une possibilité de consommer la laitue. Autre aliment intéressant, c'est le concombre. Comme la laitue, il est diurétique et hypoglycémiant. En plus, il engendre les liquides, arrête la soif et clarifie la chaleur. C'est la crudité du diabétique en été. D'accord? Ou le diabétique qui, même si ce n'est pas l'été, qui souffre de ce qu'on appelle de la sécheresse-chaleur. En revanche, il vaut mieux l'éviter en cas de vide de yang de la rate, parce qu'il est très humidifiant et très refroidissant. Enfin, humidifiant. Il n'est pas complètement humidifiant puisqu'il favorise la diurèse. C'est un petit peu exagéré ce que je veux dire. Il est surtout refroidissant. Donc c'est pour ça qu'on le contre-indique pour le vide de yang de la rate. Autre aliment, l'orge. L'orge est traditionnellement consommée au Moyen-Orient en cas de diabète. Il semble atténuer les pics d'insuline. Sa richesse en chrome explique probablement son efficacité sur la régularisation, enfin comment dire, comment dire, le contrôle des pics glycémiques. Dans tous les cas, je dirais que c'est la céréale du diabétique. Et si vous la consommez lors d'un repas, il vaut mieux écarter les autres glucides pour ne pas trop charger votre bol alimentaire en glucides. Parce que vous savez tous que le problème du diabétique, c'est sa consommation de sucre, de glucides. Donc, si vous consommez de l'orge, il ne faut pas rajouter par-dessus d'autres glucides. Parce qu'après, la charge glucidique est telle que de toute façon, ça ne va pas être suffisant pour contrôler un pic glycémique. Donc, il faut simplement faire un choix. Quand vous consommez de l'orge, vous ne consommez pas d'autres glucides. Les graines de fenugrec, alors écoutez bien, ça c'est très, très, très intéressant et très efficace. Je l'ai utilisé régulièrement avec succès. Écoutez bien. Le fenugrec, d'abord, c'est une plante chinoise, mais c'est aussi une épice de la cuisine indienne. Ce n'est pas une épice qui est piquante. Ça ne pique pas. C'est une épice, mais qui ne pique pas. Donc, plus facile à consommer pour les Occidentaux. Et elle se nomme en chinois Hulupa. Et comme je viens de vous le dire, elles sont euh, utilisées traditionnellement en pharmacopée chinoise et également en médecine ayurvédique. Et en médecine ayurvédique, on l'utilise aussi pour le diabète. Donc, ces graines de fenugrec améliorent la glycémie, améliorent la tolérance au glucose, donc améliorent la tolérance au glucose et réduit le taux de cholestérol. Ah, ce n'est pas notre problème, l'excès de cholestérol, mais souvent les gens qui ont du cholestérol, enfin du diabète, peuvent avoir assez facilement du cholestérol ou des triglycérides. Bon, bref, le fenugrec, il va aider sur la glycémie et sur l'excès de cholestérol. Qui dit mieux? Et ces graines traitent aussi l'insulinorésistance. C'est incroyable. Elles traitent l'insulinorésistance chez les diabétiques légers à modérés. Encore une fois, la personne qui a 10 ans, le diabète, avec des taux qui sont à peine maîtrisés par de l'insuline, il ne faut pas rêver, ce n'est pas du fenugrec qui suffira. Mais si c'est un diabète léger ou modéré, ça peut être suffisant. Alors, comment on fait pour l'utiliser? C'est ça le secret. Est-ce que vous voulez le secret? Oui! Ok. Puisque vous le voulez, je vais vous le donner. Il faut réduire les graines en poudre. D'accord? Vous prenez les graines, tout simplement, un petit mixeur.
mettez ça en poudre, et vous consommez 5 grammes 2 fois par jour, donc de cette poudre, et il faut faire ça au moins une cure de 3 mois. Dire, oh, 3 mois, c'est long. Oui, mais quand vous avez de l'insuline, c'est à vie. Donc, voilà, c'est à vous de choisir. À vous de choisir. Et souvent, on constate une baisse significative de la glycémie en cas de diabète de type 2. Je l'ai prescrit de nombreuses fois à des diabétiques avec succès. Il faut toutefois être prudent si le patient est en cas, comment dire, souffre de vide de yin. Pourquoi? Parce que la nature du fenugrec est tiède et asséchante. Donc, c'est plutôt en général contre-indiqué en cas ce qu'on appelle de chaleur vide. Dans ces cas-là, il vaut mieux éviter et utiliser autre chose. Je vous ai donné plein de solutions. Il faut les adapter en fonction de la nature de votre patient, de la constitution de votre patient. Autre chose très intéressante, c'est un certain nombre d'épices, la cannelle, le clou de girofle, le curcuma, les feuilles de laurier, ces quatre-là, d'accord, qui sont intéressantes également. Si le patient ne souffre pas de vide de yin, ces aliments, ces épices, permettent d'augmenter l'efficacité de l'insuline. Cannelle, clou de girofle, curcuma, feuilles de laurier augmentent l'efficacité de l'insuline et facilitent l'assimilation des glucides et diminuent aussi le besoin en insuline. Ça aussi, c'est très intéressant. Donc, ce sont, on peut dire, les aromates du diabétique, sauf si le diabétique a très souvent soif, il transpire la nuit, il a des bouffées de chaleur, il a de la sécheresse de la bouche, il a des sensations de chaleur dans les mains et les pieds, etc. Pourquoi? Parce que tout ça sont des signes de chaleur vide, de vide de yin. Ce sont des épices qui sont yang, échauffantes. Donc, pris au long cours, elles peuvent assécher le yin, à aggraver la tendance de la chaleur vide. Je vous rassure, si vous en prenez de temps en temps, ce n'est pas ça qui va aggraver votre vide de yin. Ce que je veux dire, ce qui peut aggraver le vide de yin, c'est une consommation quotidienne et assez conséquente en quantité de ces épices. Mais si vous ne souffrez pas de vide de yin, si votre patient ne souffre pas de vide de yin, vous pouvez lui dire, en plus d'autres recettes que vous avez maintenant en poche, vous lui dites, voilà, maintenant vous mettez systématiquement dans vos plats, dans vos légumes, dans toutes les recettes, un maximum de cannelle, de clou de girofle, de curcuma, de laurier, tout simplement. Il y a pire quand même comme remède. Et un autre très sympathique, vous allez voir, c'est la barbe de maïs. La barbe de maïs, il est hypoglycémiant. C'est un élément qu'on utilise autant dans la phytothérapie occidentale que de la diététique chinoise. Et aussi la phytothérapie chinoise. Comment on fait pour l'utiliser? Versez une grosse poignée de barbe de maïs dans 1 litre d'eau bouillante. Et vous allez laisser bouillir à feu doux pendant 20 minutes. Au bout de 20 minutes, vous filtrez et vous pouvez boire tout au long de la journée ce litre d'eau. Alors, il y aura un petit peu moins parce que vous avez 20 minutes de cuisson, donc il y aura un petit peu moins d'1 litre, mais il y aura quand même une bonne quantité. Vous pouvez boire ça 5 à 6 tasses par jour, en 5-6 fois, en 3 fois, comme vous voulez. Encore une fois, toutes ces recettes que je viens de vous donner, tous ces aliments doivent être accompagnés de modifications alimentaires et d'hygiène de vie afin de contrôler le diabète. Alors, tout cela est étudié attentivement dans la formation supérieure en diététique chinoise. Alors, c'est quoi cette formation supérieure en diététique chinoise? Alexiane va vous mettre le lien dans la fenêtre de discussion. Je vous en parle depuis tout à l'heure. Écoutez, c'est très simple. Cette formation fait suite aux 2 ouvrages que j'ai écrits sur le sujet, La diététique du Tao et ces aliments qui nous soignent. Le sous-titre, c'est La diététique chinoise au service de votre santé. Et j'ai eu la chance, rappelez-vous, d'avoir été formé en Chine dans le début des années 90 par quelqu'un qui était passionné par le sujet et qui m'a transmis son savoir dans une classe et également en m'invitant dans sa cuisine en train de l'avoir cuisiné des plats de diétothérapie et à sa table. Rappelez-vous, c'est la fameuse docteur Yu Xiaoping dont je vous ai montré la photo tout à l'heure.
Donc, cette formation, elle est destinée aux personnes qui souhaitent prendre en charge la santé des autres avec l'alimentation, selon les principes de la médecine chinoise. Donc, il s'agit de devenir conseiller en diététique chinoise ou nutritionniste en diététique chinoise. Appelez cette profession comme vous le voulez. Il ne s'agit pas d'une formation qui vise à vous apprendre à cuisiner sainement. Ce n'est pas un cours de cuisine chinoise, hein, attention. Hein. C'est de la médecine chinoise qui utilise les aliments comme outil de soin. Alors, cette formation se développe en 4 parties. La première est la transmission des grandes règles de la diététique chinoise adaptées à tout le monde. Hein, c'est la partie préventive de la diétothérapie chinoise. On développe dans cette partie, ça c'est très intéressant également, écoutez bien, on développe dans cette partie les théories spécifiques de la diététique chinoise. Vous devez savoir, c'est que la majorité de ces théories spécifiques de la diététique chinoise sont absents des livres sur le sujet, que ce soit en anglais, en français ou dans d'autres langues occidentales. Il y a tout un pan des théories spécifiques de la diététique chinoise, n'est jamais enseigné. Eh bien, vous recevrez cet enseignement en grande partie inédite si vous faites cette formation. En outre, on fait cet apport de théorie à la lumière des grands médecins et des grands livres de cette tradition médicale. C'est-à-dire qu'on on justifie tout ce qu'on dit pour bien se rendre compte qu'il ne s'agit pas d'une invention de quelqu'un qui est illuminé, qui un jour dit tiens, on va faire ça avec tel aliment. Tout est traditionnel. Donc ça, c'est la première partie. Elle dure 2 week-ends. C'est ultra passionnant, c'est éclairant. Rien que cette partie, c'est suffisant pour développer une activité professionnelle. Tout le reste de la formation, toutes les autres parties, parlent de la prise en charge des pathologies selon la diététique chinoise. Alors, dans la deuxième partie, par exemple, de la formation, on développe notamment de manière concrète le traitement de tous les syndromes. C'est la diététique des syndromes. C'est une base très importante des consultations en diététique chinoise. C'est, je dirais, la clé de voûte du conseil en nutrition chinoise. Ensuite, on étudie diverses spécialités ultra passionnantes comme les gruaux médicinaux, hein, qui peuvent devenir les petits déjeuners santé de vos patients, les recettes de diétothérapie populaire, qui est l'art de soigner avec ce que vous avez dans votre réfrigérateur, et les fameux vins médicinaux qui représentent la partie la plus, je dirais, la plus proche de la phytothérapie chinoise. Alors déjà, avec l'ensemble de ces thèmes, vous récoltez énormément de solutions pour la santé de vos patients, de vos proches, de vous-même. Dans la troisième partie, on évoque la gestion du surpoids et de la perte de poids selon la médecine chinoise. C'est un grand moment car on apporte vraiment des solutions concrètes à la plainte numéro 1 des patients qui consultent un praticien de diététique chinoise. Vous aurez une méthode précise, concrète pour aider toutes les personnes qui vont venir à vous en disant voilà, j'aimerais perdre 3 kilos, ou j'aimerais perdre 10 kilos, ou j'aimerais perdre 20 kilos. Bien sûr, tout ça selon les principes de la médecine chinoise, mais également certains aspects intéressants de la nutrition occidentale. Donc, sur cette partie-là, il y a un mixte, mais c'est plus chinois qu'occidental, bien sûr. Et dans la quatrième partie, on développe de manière approfondie plusieurs pathologies courantes et leurs solutions en diététique chinoise. On étudie par exemple diarrhée, constipation, douleur de l'estomac dans l'histoire de, on va dire, d'avoir par exemple s'il y a une gastrite, un ulcère, un reflux gastrique, etc. Les désagréments de la ménopause, les lithiases rénales. Comment, par exemple, prévenir une lithiase rénale quand on a déjà fait des crises des coliques néphrétiques, par exemple. La lithiase biliaire, la cholécystite, les infections urinaires, le diabète de type 2 de manière approfondie, les troubles émotionnels aussi, les stress, les dépressions, l'anxiété, l'insomnie, les rhumatismes, l'arthrite, les lombalgies, beaucoup de choses. Entre cette partie et la deuxième, vous allez accumuler des centaines de solutions pour la santé de vos patients. C'est d'une richesse inouïe. D'ailleurs, les étudiants qui ont fait cette formation n'en reviennent pas de la quantité et de la qualité des informations transmises. C'est une formation qui bluffe véritablement ceux qui la font. Il est aussi très important de savoir que durant le cursus, et ça aussi c'est super important, on vous explique comment se déroule une consultation en diététique chinoise, comment faire pour proposer vos services concrètement dans la vraie vie. On vous transmet notre expérience de comment mener une consultation en diététique chinoise. Ça, c'est unique. Personne n'en parle. C'est quelque chose de spécifique à cette formation. C'est très, très précieux.
d'avoir des connaissances et savoir comment on met en application. Bon, si vous avez un doute sur cette formation, vous voulez la faire, mais vous doutez, ben, je vous encourage d'abord à lire les différents témoignages. Alors, par exemple, ceux-là que Alexiane va mettre en ligne. Donc ça, c'est des témoignages d'une des formations, mais il y en a plein. Il suffit d'aller voir sur la partie feedback, comment dire, de mon site, siono.com, et vous allez voir que des feedbacks des gens qui ont été heureux, transformés grâce à cette formation ou d'autres formations, il y en a vraiment énormément. Je vous invite donc à visiter le site, et si vous avez des questions précises, si vous avez des doutes, si vous voulez un rendez-vous téléphonique pour parler avec nous, nous sommes là pour vous guider, pour répondre à vos questions. Parce que parfois, vous ne correspondez pas au profil que nous, on recherche. Nous, on recherche des gens qui vont pouvoir véritablement appliquer toutes ces données, cette, euh, cet enseignement qui est remarquable. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous. Là encore, Alexiane, si tu veux mettre le lien pour prendre rendez-vous, ça peut être intéressant si vous voulez souhaiter de parler de votre projet ensemble avec nous. Pour finir, je vous dirais que dans les jours qui viennent, je vais vous envoyer l'enregistrement de ce webinaire. Donc, vous pouvez le transmettre à vos amis. Et enfin, euh, sachez que j'organise un autre webinaire gratuit sur la pharmacopée chinoise jeudi prochain, où je vous démontrerai que nous pouvons traiter facilement le Covid qui n'est pas fini, qui continue à chahuter beaucoup de personnes. Cette maladie est devenue endémique. Elle va rester parmi nous probablement comme la grippe. Donc nous devons avoir des solutions pour s'en débarrasser, éviter surtout les Covid longs, parce que c'est ça le problème, c'est avoir les séquelles du Covid. Donc c'est le jeudi 26, donc jeudi prochain, et voilà, on vous donne le lien. Voilà, Alexiane vient vous donner le lien, vous cliquez dessus, vous pouvez vous enregistrer tout de suite, réserver votre place tout de suite. D'accord? Avez-vous des questions sur ce que je vous ai dit sur, certes, la formation de la formation supérieure en diététique chinoise, mais aussi sur ce qu'on vient de dire au niveau alimentaire? Est-ce que vous avez des questions? Alors peut-être qu'il y en a en haut, mais oui, Luc, le lien, ce n'est pas le lien que tu as utilisé pour rentrer dans cette classe virtuelle, mais c'est le lien qu'on vient de mettre à l'instant. Bon, si tu es inscrit, je vais vous les renvoyer en cas. Mais c'est le lien qu'on vous a envoyé là, juste à l'instant dans la fenêtre de conversation. Tu cliques dessus, tu t'enregistres tout de suite, hein. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Euh, oui, il y a Corinne qui dit Schubert et AVK. Eh ben, il faudrait que tu me poses une question. Quelle est ta question? Parce que je ne peux pas deviner ce que tu me demandes, mais si tu me poses la question, j'essaierai d'y répondre. Euh, Ah oui, on me demande, le diabète gestationnel est apparenté au diabète de type 2. Oui, c'est ça, Audrey, c'est-à-dire que tu peux gérer le diabète qui se déclare parfois dans la grossesse comme un diabète de type 2. En tout cas, en termes de médecine chinoise, c'est la même chose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir utiliser en fait des aliments qui sont tout à fait, je dirais, enfin pas bénins, mais je veux dire qu'il n'y a aucun risque pour la patiente et le bébé. Périne, Ranchi, l'astragale avec vide de yin, non, le Ranchi, c'est plutôt pour le vide de chi. Mais si tu te rappelles de la recette qu'on a donnée, c'est euh, l'épinard, Ranchi et Sheng Tirang. Sheng Tirang, lui, nourrit le yin. Donc, il n'y a pas un risque de léser le yin avec Ranchi si tu l'accompagnes avec les épinards qui est refroidissant et Sheng Tirang qui nourrit le yin et humidifiant. J'espère que j'ai répondu à ta question. C'est Audrey qui m'a posé, je crois, la... Non, je ne sais plus. Bon, bref, c'est non, Perrine, pardon. Merci, Luc. Oui, on dit souvent que je suis un bon pédagogue. Et encore là, j'ai pas trop le temps de les développer, mais on va plus loin dans les formations. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que les jus pasteurisés ont les mêmes propriétés? C'est Isabelle qui me demande ça. Je pense que ça n'a pas les mêmes propriétés. Enfin, parfois oui, parfois sur certains aspects oui, et d'autres sans doute que non. Ça dépend des aliments. Ça dépend voilà, du fruit ou du légume. Parce que parfois, la chaleur va abîmer un principe actif. Donc, je ne peux pas te donner
une réponse de manière absolue. Selon les aliments, la pasteurisation peut détruire le principe actif et faire en sorte que tu n'as plus du coup les mêmes propriétés, les mêmes impacts sur ton corps. Est-ce que durant la formation, on apprend à poser un diagnostic? Non, c'est une formation qui n'est pas pour le diagnostic, c'est une formation pour la diététique. Ça serait mieux que tu nous contactes pour voir ce qu'il faudrait que tu fasses en parallèle éventuellement pour être au niveau, pour pouvoir profiter de la formation. Bon, dans tous les cas, est-ce que ce que je vous ai dit, ce que je vous ai proposé là, cette micro-formation en diététique vous a plu? Est-ce que ça vous a permis de voir ce qu'on peut faire en diététique chinoise pour une pathologie? Par exemple, le diabète de type 2. Est-ce que ça vous interpelle? Ah, j'aime bien Stéphane. J'adore Stéphane, la question de Stéphane. Il dit, quid des pesticides dans les légumes chinois? Mais il y en a autant dans les légumes de chez nous. Je veux dire les pesticides dans les légumes, ça, c'est universel. Ce n'est pas les Chinois qui ont inventé les pesticides. Hein, je te rassure là-dessus. Et en tout cas, je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui. Tout ce que je peux te dire, c'est que malgré tout ce qu'on vous raconte, d'accord, dans les médias de grand chemin, c'est actuellement la Chine qui fait le plus d'efforts pour le climat, venir vers l'agriculture biologique, etc. On ne sait pas ça, parce qu'on ne communique pas, ça ne nous intéresse pas. C'est un des pays qui fait le plus. Et moi, à mon époque, quand j'étais étudiant, il n'y avait quasiment pas de pesticides, insecticides, tous ces trucs-là. On ne l'utilisait pas. Je pense qu'avec leur enrichissement, ils le font maintenant, mais sans doute d'une manière plus logique. Et dans tous les cas, là, il y a énormément d'investissements de l'État chinois actuellement pour aller vers une écologie maîtrisée, mais vraiment. Pourquoi? Parce qu'ils sont les premiers victimes de la pollution, comme il y a eu dans les grandes villes comme Pékin ou Shanghai. Aujourd'hui, ça a considérablement réduit. Donc, ils font vraiment les efforts. Donc, les Chinois, Stéphane, c'est comme toi et moi. Ils ne sont pas différents. Ils ont les mêmes tares, ils ont les mêmes, comment dire, les mêmes gènes, ils ont les mêmes tendances. D'accord? Il ne faut pas croire que nous sommes plus sages. Ça, tu dois le savoir. Eux non plus, hein. C'est pareil. Euh, je regarde les questions. Si une personne prend un médicament contre le diabète, conseillez-vous quand même le fenugrec? Oui, si on est, bon, si c'est de l'insuline, peut-être c'est moins intéressant. Mais si tu, je sais pas, je peux donner un nom de médicament, mais quelque chose qui est très connu qu'on utilise pour le diabète de type 2, au départ en tout cas, c'est complètement compatible. Après, il faut simplement dire au patient de pouvoir vérifier sa glycémie régulière et voir que si sa glycémie commence à être trop basse, de commencer peut-être à voir avec son médecin traitant de réguler la dose de son médicament pour le diminuer, voire s'en débarrasser. Pourquoi pas? C'est ça l'intelligence, c'est de pouvoir avoir une santé normale, équilibrée, sans médicaments. Parfois, on ne peut pas le faire autrement. Eh bien, on prend les médicaments. Mais si on peut faire autrement, vaut mieux éviter les médicaments. Alors, ah, Gisèle, pour les framboises, peut-on utiliser des framboises congelées en dehors de la saison? Oui, ça, on peut le faire. Si c'est congelé, ça garde les propriétés. Dès que tu décongèles, après, il faut le consommer. Il ne faut pas le laisser 3-4 jours au réfrigérateur. Et là, ça marche. Le riz blanc haute dose peut-il être problématique en ce qui concerne le diabète? Oui, comme tout glucide trop raffiné, ça peut être un problème pour les diabétiques, bien évidemment. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord, comment dire, de préférence. Alors, c'est très simple pour le riz. Ce serait plutôt du riz complet et du riz long, les riz asiatiques longs. Le pire, c'est le riz blanc et rond, de type Camargue, par exemple. Ça, c'est le pire pour le diabétique. Mais si tu l'as complet, long, et bien sûr consommé avec des légumes déjà, ça te permet de consommer un peu plus de ce type de glucides sans avoir, en ayant moins d'impact sur ta glycémie. Alors, il y a plein de choses à dire, hein. Euh, d'accord, tu comprends que là, je fais vite, mais on pourrait dire beaucoup de choses à ce sujet-là encore plus. D'accord?
Alors, Bernadette, tu me dis, j'ai fait la formation, elle est carrément géniale pour toutes les formations de Philippe, comme toutes les formations de Philippe. Merci beaucoup. La diététique, c'est la base. On devrait apprendre cela dès le plus jeune âge. Ça serait génial. Le concombre amer ou quoi? Comment l'utiliser pour le diabète? Décoction. Sylvie, c'est ça le problème, c'est que d'abord, le cougoua, comme tu dis, c'est un des aliments les plus médicamenteux, je ne sais pas comment dire, le plus qui se rapproche, comment dire, d'un remède, mais je ne sais pas si on le trouve facilement actuellement en France. Et en effet, c'est un remède alors, qui est refroidissant, qui est un hypoglycémiant remarquable, et on le consomme comme légume comme tu consommerais du concombre comme de chez nous, mais il est encore beaucoup plus puissant que le concombre pour traiter enfin, pour traiter le diabète. Donc tu peux le faire sous forme de jus, sous forme de légumes, cuits ou crus. Bon, par contre, il faut aimer la mer, hein. C'est pas, il faut l'aromatiser un petit peu, peut-être avec, tu sais, les épices qu'on a données tout à l'heure, Sylvie, les épices du diabétique, hein, le laurier, la cannelle, le clou de girofle, etc. Euh, Julia, cette formation est pour les personnes qui ont déjà fini la formation en médecine chinoise. C'est pour toutes les personnes qui ont des bases en médecine chinoise, et surtout qui ont au moins étudié le diagnostic différentiel des aliments, le, le diagnostic différentiel des syndromes. D'accord? C'est-à-dire, parce que c'est la base du diagnostic, c'est pas tout, mais c'est la base. Il faut au moins avoir ça. Même si après, tu es en train d'étudier la médecine chinoise et que tu vas étudier les autres aspects du diagnostic de la médecine chinoise, il faut au moins cette base-là pour faire les liens avec ce qu'on dit dans le cours et tes connaissances. Quand on dit cet aliment est intéressant en cas de vide de sang du foie, il faut que tu saches à quoi correspond le vide de sang du foie. Autrement, ça ne veut rien dire. C'est un mot comme ça qui est trop abstrait. Alors, j'essaie de passer pour les gentilles choses que vous dites sur moi. Je voudrais plutôt aller voir les questions, mais merci beaucoup pour votre gentillesse. Luc, et pour le diabète de type 1 insulino-dépendant, dans ce cas-là, si tu veux, Luc, d'abord, tu ne peux pas sortir, de mon point de vue, je peux me tromper, mes connaissances sont très limitées, mais je ne pense pas qu'on puisse faire sortir un patient qui souffre de diabète de type 1 de cette maladie, parce qu'en général, c'est-à-dire que le pancréas ne fabrique plus d'insuline, donc on est dépendant de l'insuline. Pour moi, la meilleure solution, c'est d'appliquer grosso modo ce qu'on pourrait faire pour un diabète de type 2, dans l'objectif de diminuer, de mieux contrôler la glycémie, afin de diminuer les quantités d'insuline nécessaires pour avoir une glycémie normale. Pourquoi? Le diabète en lui-même, à long terme, a des effets catastrophiques sur la santé, et d'autant plus si vous prenez de l'insuline. Donc, en limitant la consommation d'insuline sur, je sais pas moi, une vie d'un diabétique grâce à des choses simples comme on a vu, ça peut donner des années de vie en bonne santé à un diabétique. Voilà. Mais on ne pourra pas jamais guérir un diabétique de type 1 selon ma connaissance, selon mes connaissances. Oui, Corinne, il y a des supports de cours en amont, comment dire, la formation. Il y a énorme, le support de cours est énorme, hein. Je ne sais plus combien de centaines de pages, mais je veux dire, tu vas être nourri, hein. Alors, peut-être pas des centaines, mais si, quand même, oui, oui, si, des centaines. On peut dire des centaines. C'est très fourni, c'est des super beaux supports de cours, c'est en couleur, il y a de la. Non, non, tu vas être heureuse, hein. Euh, Merci beaucoup, Astrid. C'est très gentil à toi. Myriam me dit, coucou Philippe, le fenugrec sent très fort. Il y a moyen de consommer autrement ou le mélanger avec autre chose. Après, tu sais, ça, Myriam, c'est une question de goût, hein. Oui, ça sent fort, c'est une aromate, d'accord, mais je ne sais pas, moi, comment te dire. Essaye de trouver des astuces pour qu'il ait un goût moins fort, peut-être en le mélangeant avec de la cannelle, peut-être en le mélangeant avec, je ne dirais pas du clou de girofle, ça sera un peu fort, mais ça sera encore pire. Mais oui, il faut trouver des astuces, hein, mais bon, oui, ok. Mais le goût, enfin, ça dépend. Moi, j'ai plein de mes patients, enfin, j'ai aucun de mes patients, Myriam, qui se sont plaints
du goût, de l'odeur du fenugrec. D'accord? J'ai peut-être eu de la chance, hein. Ils sont gentils avec moi, mes patients. En plus, ils guérissent pour me faire plaisir, hein. Moi, j'ai beaucoup de chance. Alors, heu, Tesmine, quelle quantité d'écorce de pastèque dans l'eau? Tu as raison, pour faire la décoction. Tu peux très simplement, tu sais, quand tu peux avoir l'équivalent de 2 tranches, tu sais, les tranches de pastèque qu'on fait en général, tu peux en faire 2, ça suffit très largement, très largement. Tu coupes en petits morceaux, tu enlèves bien sûr la partie rouge et un petit peu blanche qui est collée, non, la partie blanche, tu peux la laisser, d'accord? Tu enlèves la partie rouge et tu prends 2 tranches là, l'équivalent de 2 tranches, l'écorce de 2 tranches, tu coupes en petits morceaux et tu fais ta décoction. Bon, bah, écoutez, ah Leïla! Mon amie Leïla qui était là, j'avais pas vu. Génial. Bon, OK. Écoutez, on va peut-être s'arrêter là. Je vois qu'il y a plus de questions, il y a surtout des gentillesses. Luc, pour l'information, va voir sur le site internet les liens, on vous enverra des liens, d'accord? Bon, bah, écoutez, je crois qu'on a fait le tour des questions, j'espère. Désolé si j'en ai loupé certaines. Parce que comme il y a beaucoup, beaucoup de messages, vous êtes très nombreux, hein. Là, vous êtes très nombreux, donc dès que ça pulse, on a du mal à suivre. Bon, on va s'arrêter là, mes amis. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie pour tous ceux qui me suivent déjà depuis quelques temps, depuis quelques années, d'autres qui ont commencé à me suivre depuis qu'on a fait les webinaires gratuits. C'est le quatrième. Rappelez-vous, il y a le prochain aussi sur la pharmacopée. Même si vous ne faites pas de pharmacopée, ça va beaucoup vous plaire. Ça, vous allez voir que ça donne, ça ouvre des champs de possibilités et c'est vraiment passionnant, intéressant. Donc, merci beaucoup de votre attention. À très bientôt, ici ou ailleurs.